Sud Radio, les Jeux dans tous leurs états. Maxime Liédot, Clément Arion. Sud Radio, l'émission et la radio surtout avec laquelle vous pouvez suivre les Jeux Olympiques dans tous leurs états, ce qui se passe en coulisses, ce qui se passe sur le podium et puis surtout évidemment les résultats flamboyants que vont nous offrir les athlètes pour ces Jeux Paralympiques qui s'ouvrent dans quelques semaines fin août et que vous allez pouvoir suivre ici. L'émission ne vous lâche pas, on est toujours en direct avec le camarade Clément Arion. Bonjour. Bonjour Maxime. Vous nous avez fait vivre les JO de façon très intense, vous étiez partout, on vous retrouve en studio pour la suite et aujourd'hui on a un programme plus que chargé pour l'heure qui arrive. Chargé, un beau programme. Surtout, on va parler de la Fédération française du sport adapté. Évidemment, on va suivre ces Jeux paralympiques qui vont commencer le 28 août. On sera avec Marc Truffaut, président des fédérations françaises et internationales de sport adapté. On parlera aussi psychologie, la gestion psychologique post-Jeux olympiques. Le blues des JO. On parlera avec Élise Ankert, psychologue du sport à l'INSEP. Et puis, on parlera aussi de cette augmentation des paris sportifs durant les Jeux Olympiques. On sera avec Isabelle Falk-Pierrotin, présidente de l'Autorité nationale des Jeux dans quelques instants. Le niveau est colossal, c'est 288 millions en France, les paris sportifs, avec en effet toutes les dérives qui peuvent y être accolées. On verra ça en effet avec donc Isabelle Falk-Pierrotin, la présidente de l'Autorité nationale des Jeux. Mais tout de suite, on part du côté des bassins parce qu'il y a une star, Léon Marchand. Forcément, ça provoque du monde. Merci Romain Barnier d'être avec nous, directeur sportif du Cercle des nageurs de Marseille. Bonjour. Bonjour. Bonjour Romain Barnier. Alors on a remporté 7 médailles dans ces Jeux Olympiques à la natation. Parmi celles-ci, il y a quand même 4 médailles d'or d'une seule et même personne. Le phénomène Léon Marchand, qui a lui seul ou presque apporté cette nation tricolore. D'un point de vue global, est-ce qu'on peut dire que c'est un bon bilan pour la natation française ? Forcément, 7 médailles, c'est un très bon bilan. Je crois que ça égale le record des Jeux Olympiques de Londres, qui est le record historique. Après, quand on regarde dans le détail, on est protégé au niveau des résultats par un Léon Marchand et un Florent Manodou, qui sont deux athlètes au talent absolument exceptionnel. Mais il y a eu aussi la bonne surprise, encore une fois, Philippe Lucas, qui a su déjouer les pronostics et emmener un athlète sur le podium olympique. Ça fait du bien. Forcément, un petit bémol peut-être en se disant qu'on avait quelques autres athlètes qui visaient une médaille. Je crois qu'il y a eu une 4e place sur le 200 mètres d'eau. Voilà, il manque peut-être pour que le résultat global soit absolument parfait, une 8e et voire même une 9e médaille avec des athlètes français qui le méritaient. Je pense à Maxime Grousset, à Johan Endoy, à notre autre dossiste qui a fait 4e au 200 dos. Voilà, ça fait plusieurs accessites qui auraient pu vraiment transformer vers un bilan exceptionnel, mais malgré tout se satisfaire d'avoir le plus grand champion de la natation mondiale en France. J'espère que ça va tirer derrière lui surtout une nouvelle génération, un nouvel élan, un nouveau dynamisme pour toute la nation française, pour qu'on revive ça à Los Angeles et dans le futur. Maintenant, il faut capitaliser. Romain Barnier, vous êtes, je le rappelle, directeur sportif du Cercle des nageurs de Marseille. On a vu des images incroyables à la Défense Arena, ce site exceptionnel pour la natation au JO. C'est une bonne vitrine pour vous, ces JO, pour la natation, pour le Cercle des nageurs aussi à Marseille ? C'est la plus belle des vitrines. 3 médailles du côté du Cercle des nageurs de Marseille avec l'année en bronze pour Florent Manodou. Florent Manodou bis au relais 4x100 mètres 4 nages, accompagné en série de Clément Secchi. Je trouve que c'est la 5e Olympiade d'affilée que le Cercle des nageurs de Marseille réussit à mettre au moins un athlète sur le podium olympique. Donc depuis 2008, il y a toujours eu des nageurs Marseille. Donc c'est notre vitrine. C'est ce qui permet aussi de conserver cette dynamique. À chaque fois, on repart après les JO avec une médaille, donc on a toute cette énergie pour repartir pour 4 ans. 4 ans, c'est long, c'est dur. Et puis il y a le stress d'avant-compétition. Est-ce qu'on va être capable d'être à la hauteur ? Et puis grâce à Florent et Clément, c'est une tradition qui se perpétue et c'est vraiment exceptionnel de pouvoir léguer au club 5 Jeux Olympiques d'affilée. Ça doit faire 18-19 médailles en 5 JO. Forcément, c'est aussi et surtout beaucoup de souvenirs, beaucoup de moments absolument inoubliables entre la peur d'avant la course, le moment de la course et puis le soulagement une fois qu'il y a eu une ou plusieurs médailles. Vous y étiez, Romain Barnier, à la Défense Arena pour les JO ? Non, malheureusement, j'étais pas présent cette année sur l'événement. Je l'ai regardé comme tous les Français et j'ai pu ressentir au travers de la télé quelque chose de spécial. J'ai pu discuter, j'ai eu la chance de discuter en coulisses avec Florent dans la préparation de ses courses qui m'a dit par contre que c'est quelque chose qu'il n'avait jamais vécu, donc ça veut dire que même si j'ai eu l'occasion de faire toutes les autres grandes compétitions dans le passé, c'était un moment à ne pas rater.
Mais le plus important, c'était de préserver les résultats, peu importe le rôle qu'on occupe. Et est-ce que selon vous, Léon Marchand est un peu l'arbre qui cache la forêt quand même? 4 médailles d'or individuelles, 4 médailles sur les 7. Comment on peut expliquer ça? Comment vous analysez ça? Est-ce que finalement il n'y a pas eu un petit manque de performance et Léon Marchand finalement a caché un petit peu tout ça avec toute l'attention médiatique qu'il y a eu autour de lui? Je dirais pas que c'est un arbre qui cache la forêt, parce que je crois qu'il faudrait regarder les résultats, il faudrait faire un travail un peu plus détaillé avant de parler du bilan. Je crois que le bilan est bon en termes de finale, ce qui ça veut dire qu'on arrive à hisser des athlètes dans les 8 meilleurs. On parle tout le temps des médaillés, mais on parle pas. On parle tout le temps des médaillés, mais je crois qu'il y a eu beaucoup de finales, il y a eu beaucoup de relais présents dans ces finales. Il y a eu un magnifique 4x200 mètres nage libre. Il y a eu pas mal de choses qui sont vraiment du niveau de l'équipe de France. Et je crois que dans l'histoire, quand on y revient, ça a toujours été à peu près la même chose. Je crois que le niveau de notre natation a toujours été à peu près le même. Alors là, si on voulait développer une forêt, pour utiliser votre métaphore, il faudrait vraiment s'attaquer au système et le développer. Je crois qu'on a des vraies questions à se poser tous ensemble, les acteurs de la natation, notamment en sachant qu'à la rentrée, il y aura une quinzaine d'athlètes français parmi les meilleurs français, des jeunes et des plus expérimentés, qui vont dans le sillage de Léon Marchand aller s'entraîner aux États-Unis. Donc qu'est-ce qui va rester sur le système français? Est-ce que ça va être comme ça se passe en NBA, en basket, c'est-à-dire que la NCAA, le système universitaire américain, va être celui qui va produire nos champions de demain, et puis nous, on va rester passifs, ou est-ce que les clubs et la fédération vont réussir à créer quelque chose d'un peu plus puissant? Mais Romain Barnier, la question que vous posez... Oui, la question que vous posez en tant que directeur sportif du Cercle des nageurs de Marseille, c'est celle que posait notamment Florent Manodou dans ses coups de gueule, à savoir, est-ce que la France est une nation de sport? À vous écouter, pas tellement. Oui, mais à regarder les résultats des Jeux Olympiques, 64 médailles, je pense qu'il y a quand même de la nuance à mettre dans nation de sport et ma nation de sport. On est la meilleure nation européenne, et pourtant on a toujours considéré que les Anglais étaient une nation de sport. On a réussi à les battre sur ces Jeux Olympiques. Donc je mettrais surtout un mot de félicitation à l'Agence nationale du sport, et notamment le plan coach. Moi, ça fait longtemps que je milite en disant que l'une des clés, et la clé de tout, c'est le système d'entraînement. Plus les coachs sont forts, plus ça va créer des dynamiques, parce que les athlètes talentueux, il y en a en France, du talent, il y en a, des associations, il y en a par milliers, des systèmes où on peut faire de la performance, et on l'avait démontré en 2020 à Tokyo. En 2021, sur les sports co, on s'est gagné en équipe, on s'est aussi gagné en individuel sur les Jeux Olympiques de Paris. Peut-être que on va vivre quelque chose d'absolument exceptionnel, parce que l'ensemble des Français ont peut-être un peu plus compris ce que nous, qu'on voit tous les jours, c'est-à-dire la puissance du sport. On est un pays de culture plus qu'un pays de sport. Il faut voir qu'on investit beaucoup. C'est toujours la même équation, ressources. Il y a des ressources qui ont été mises sur la préparation de ces JO qui sont supérieures à ce qu'on a fait dans le passé, puisque les JO étaient en France. Si on baisse le niveau de ressources, on reviendra au niveau qu'on avait avant, c'est-à-dire un pays sportif parmi les 10 meilleures nations du monde. Si on continue d'investir, on peut continuer à grappiller, viser le top 3 mondial, pourquoi pas. On suivra ça évidemment pour les Jeux Olympiques. Il y a beaucoup de talent en France. Maintenant, c'est comment l'exploiter, comment développer les coachs. Et je pense que derrière, autour de ça, autour des résultats, un entraîneur se construit autour du talent de son athlète, un club se construit autour du talent de son entraîneur et de son groupe d'athlètes qui l'entraînent, et les ambitions montent. Donc dans le système, il y a une pierre angulaire, l'entraîneur. J'espère que tout le monde aura vu et aura compris qu'il faut bien traiter cette pierre angulaire. Le message est passé, Romain Barnier. Petite dernière question, Romain Barnier, parce qu'il y a un petit scandale de dopage qui a touché la natation chinoise. Vous, en tant que directeur sportif du Cercle des nageurs de Marseille, quelle vision vous avez eue sur cette petite polémique? Toujours la même vision, ça a toujours été un peu là. Quand les Russes étaient absents, d'habitude ça tourne un peu autour de la Russie. La Chine, il y avait déjà eu, j'ai connu quand j'entraînais. Quand j'entraînais Camille Lacour, il avait parlé de San Yang qui était violé. Ça avait fait un énorme débat. On avait la puissance des réseaux sociaux qui avait attaqué Camille et qui avait fait exploser son téléphone dans la demi-heure après sa déclaration. C'est toujours présent, c'est là dans le sport de haut niveau. Je pense qu'on est un peu plus épargné en natation que dans d'autres sports, peut-être du fait de la nature même de ce sport-là, qui ne nécessite pas que de l'endurance et pas que de la force, mais beaucoup de talent aquatique. Et peut-être que c'est un sport aussi un peu moins professionnel, donc qui veut dire moins de moyens, donc peut-être un peu moins de dopage. J'imagine, et je suis pas naïf, mais je pense qu'il doit y en avoir un petit peu à certains endroits, mais qu'on est quand même assez privilégié, donc pas plus que d'habitude. Et puis au final, quand même, on a vu des Chinois qui étaient très en retrait par rapport à leur performance habituelle. Alors est-ce que c'était les contrôles multipliés à l'approche? Est-ce que c'est quand ils peuvent se préparer de manière différente? C'est souvent le cas, en tout cas, ce sont des mécanismes qui se répètent et dont les athlètes sont capables de faire abstraction, et surtout les meilleurs. Léon Marchand n'en a jamais parlé, et il est capable de gagner en étant dans des systèmes complètement ouverts, accessibles à tout moment. Donc c'est possible de gagner sans, et c'est ce qu'on continuera de penser pour pouvoir continuer à rêver et éviter de se concentrer sur des choses qui sont
de toute façon hors de notre contrôle. Dernière question, Romain Barnier, on a parlé évidemment de Léon Marchand. Est-ce qu'on a de nouveaux talents qui arrivent, une nouvelle génération qui va arriver, parce que Florent Manodou laisse planer le doute notamment sur sa retraite. Est-ce qu'on a des nouveaux talents qui arrivent notamment pour Los Angeles 2028 ? Difficile à dire. Par rapport à ce qu'on a regardé, on n'a pas de champion d'Europe junior qui gagne des compétitions, mais quand on voit Léon a éclos peut-être un an après au moment des Jeux de Tokyo, alors peut-être qu'il y a 2-3 athlètes qui sont en train d'arriver. Je pense surtout une chose, c'est que si on regarde notre fer de lance avec Léon, on est protégé d'une certaine partie. Il y a toute une approche de la compétition qui fait qu'il y aura des médailles dans l'équipe, et ça enlève de la pression, et puis ça permet aux autres athlètes plus jeunes de pouvoir s'émanciper et s'affranchir de ces niveaux de compétition-là sans avoir trop de pression au départ, mais juste en suivant le leader. Je pense à 2-3 jeunes athlètes que vous connaissez pas encore. On en a un qui s'entraîne dans nos bassins. Donnez-nous les noms, qu'on les surveille avec attention. Non, parce que ce serait l'inverse de ma philosophie. L'idée, c'est de ne pas les surveiller tout de suite. Ils auront le temps d'avoir de la pression. La surveillance généralisée juste après. On les laisse tranquilles, on pense à eux, on sait qu'il y a du talent. Il y a peut-être 2-3, alors peut-être pas des Léon Marchand, parce que c'est un tous les 100 ans, même s'il y a eu Phelps et lui, mais en tout cas, on a 2-3 athlètes, on a beaucoup de talent dans nos piscines, de manière isolée, mais par contre, pour que ça devienne une génération, je pense qu'il faut qu'on se mette au boulot différemment. Merci beaucoup Romain Barnier, directeur sportif du Cercle des nageurs de Marseille, d'avoir été avec nous dans cette émission Les Jeux Olympiques dans tous leurs états. Dans quelques instants, on revient avec vous sur Sud Radio avec un chiffre 288 millions, c'est le montant des mises des paris sportifs en ligne qui se sont élevés durant cette période des Jeux Olympiques. C'est colossal. Et juste avant d'évoquer ce sujet, on retrouvera le fil rouge de cette radio. Vous l'entendez le matin, vous l'entendez également pendant votre pause déjeuner. C'est l'ami Jules Boscherini. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, les Jeux dans tous leurs états. Maxime Liédo, Clément Arion. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les Jeux dans tous leurs états. Maxime Liédo, Clément Arion. Vous êtes sur Sud Radio, les Jeux Olympiques dans tous leurs états avec le camarade Clément Arion dont la voix vous a guidé tout au long de ces Jeux Olympiques en direct dans chaque compétition, dans chaque événement, auprès de chaque sportif. Il nous a fait vibrer, on était en direct avec lui tous les midis, on le retrouve avec le deuxième fil rouge plus que de cette émission, de cette radio, mesdames, messieurs, c'est Jules Boscherini. Et aujourd'hui, ça va parler vente en ligne, mon cher Clément. Eh oui, on en parle avec vous, Jules Boscherini. Cet événement qui fait suite au marathon pour tous de Paris, et ça ne plaît pas à tout le monde. Ouais, franchement, il y a de quoi. C'est assez surprenant, mais dès le lendemain de la course, certains des participants du marathon pour tous ont décidé de mettre en vente leurs médailles. On peut voir ces derniers jours des dizaines d'offres qui circulent sur les différentes plateformes de revente en ligne, et les prix sont eux aussi assez surprenants. Ouais, moi je l'aurais gardé quand même. La médaille, on tourne autour de quel montant, Jules? Alors les prix varient de 100, une centaine d'euros à 400 euros. Le choix ne plaît pas à tout le monde, notamment au site Vinted qui a tout simplement décidé de bloquer les ventes des brevets
breloques. Ça veut dire que les ventes marchaient plutôt bien si elles ont été interdites Prenons l'exemple du Huffington Post. Voilà, le média a essayé de revendre une médaille du 10 km pour tous. Prix de départ 300 €. Et en quelques minutes, les offres fusent et les négociations commencent. Ils reçoivent même une offre à 180 €. Mais au bout de 10 minutes, un message de Vinted les informe de la suppression de l'annonce. Je cite, « Nous avons des raisons de penser que vous vendez des équipements ou des instruments interdits, ce qui est contraire aux règles du catalogue. La médaille ne rentre pas dans les articles de dressing vendables et il n'est donc plus possible de passer par ce biais pour en tirer son petit billet. » Et sur les autres sites, on peut tenter ou pas? Alors pour le moment, les médailles des finishers sont encore disponibles sur eBay ou Le Bon Coin, mais si Vinted bloque les offres, les Eco Cup reçus par ceux qui ont terminé les courses sont toujours disponibles. On avoisine en moyenne les 20 €. Les Eco Cup, c'est ces petits gobelets orange que les finishers ont reçus pour les féliciter. Voilà, ils sont recyclables et donc une moyenne de 20 €. Maintenant, reste à voir si Vinted prendra la décision de bloquer aussi ses ventes. Ouais, bon, on verra ça. Maxime, ça vous dit pas, vous, d'acheter une petite médaille Alors, plus que de l'acheter, moi j'aurais beaucoup aimé la vendre, mais visiblement, ce qu'on interdit tout. Ce qui est quand même assez rigolo, c'est quand on voit les prix auxquels sont proposées les médailles, quand on sait que certaines médailles olympiques n'ont coûté que, ne valent que 3 € par exemple. Moi, plus sérieusement, l'action de vendre ce genre d'objet, je n'ai jamais compris. On a l'impression que c'est ceux qui reçoivent, vous savez, le 24 au soir des cadeaux de Noël et qui le 25 ou 26 s'amusent à revendre au prix le plus. Il y a quand même une justification. Il est expliqué que les gens ont besoin d'argent et c'est ce qui motive la vente. Bien sûr, merci beaucoup, Jules Boscarini. On vous retrouve à d'autres moments dans cette émission. On parlait de vente et d'obtention de gains parfois conséquents avec des prix de vente parfois déraisonnables. On va parler d'argent aussi avec Isabelle Fague-Pierrotin, présidente de l'Autorité nationale des jeux. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. On voulait vous avoir en ligne parce que le niveau de mise des paris sportifs durant ces JO se sont élevés à 288 millions. Si l'on ajoute les mises engagées en points de vente, nous devrions très vraisemblablement approcher la barre des 400 millions, c'est près de 4 fois ce qui avait été engagé lors des Jeux de Tokyo. J'imagine donc que c'est une pluie de records pour vous. C'est effectivement un niveau de pari qui est exceptionnel, mais qui fait écho à ce que votre interlocuteur précédent disait. Il y a eu un engouement, une fête du sport, quelque chose de très émotionnel autour de ces Jeux JO. Et effectivement, on retrouve cette fièvre, on retrouve cet engagement au niveau des paris sportifs. 4 fois le niveau des JO de Tokyo. Colossal. C'est effectivement un record. Tokyo était déjà un record en termes de mise. Et effectivement, les sports les plus pariés sont traditionnellement les sports type le foot ou le tennis. Mais par exemple, des sports qui étaient traditionnellement moins pariés, comme la natation ou le ping-pong, ont pleinement bénéficié de l'effet Léon Marchand ou des frères Lebrun. Et on a un niveau de pari pour ces sports qui est également très important. Et vous parliez, excusez-moi, de la natation. Quand vous dites que ça a amené des sommes intéressantes, on parle de combien, par exemple, de paris sur la natation? On est autour de 13 millions d'euros pour la natation et 13 millions d'euros également pour le tennis de table. Là où d'habitude, on est à combien? Paris en ligne. Là où pour le tennis ou le foot, on est plutôt autour pour le tennis de 60 millions d'euros et pour le foot de 71 millions d'euros. Vous voyez, donc il y a une vraie différence. Mais en tout cas, la natation et le tennis de table émergent comme de cet engouement. Des sports qui intéressent. Et comment on l'explique? On est quand même à x3, x4 par rapport à Tokyo. Est-ce que c'est tout simplement parce qu'on avait les JO à domicile ou il y a une autre explication? Ou est-ce que en fait les Français parient de plus en plus aussi? Et les Français parient de plus en plus. C'est un élément de la culture numérique maintenant quotidienne, aussi, notamment des jeunes publics. C'est vrai que c'était en France, donc effectivement, ça a attiré plus de supporters. Et puis, on a quand même, dans les sports collectifs, les Français ont brillé. Le basket, le hand, le volley. On a eu des performances assez exceptionnelles des équipes de France. Et donc, tout ça a entretenu l'idée que les paris, c'était participer à cette positivité collective. Et est-ce que les Français pariaient sur les équipes françaises, finalement, et sur les athlètes français? Vous avez des chiffres sur ça? En général, les Français parient sur les équipes françaises. Évidemment. Oui. Mais est-ce que vous avez observé aussi une forme d'abus, parfois, j'imagine, des dérives ou des détournements au moment des paris sportifs, où justement vous avez réussi à endiguer peut-être les tentations de certains, peut-être même des ingérences?
Alors nous, on avait 2 préoccupations. On avait 1, la lutte contre l'addiction, et 2, la lutte contre les manipulations sportives. Pour ce qui est de la lutte contre les manipulations sportives, il y a un dispositif totalement exceptionnel qui a été monté à l'initiative de l'ANJ, qui a associé une vingtaine de collaborateurs de l'ANJ, du ministère des Sports, du COJOP, du ministère de l'Intérieur, du parquet, enfin vraiment tous les agents publics concernés par cet enjeu de la lutte contre les manipulations sportives, articulés avec nos partenaires internationaux, et toutes ces personnes ont fait en sorte qu'on a contrôlé le risque de manipulation, et globalement, on a eu un certain nombre d'incidents, on a une centaine de compétitions, enfin de matchs qui ont été mis sous surveillance renforcée, mais globalement, ça s'est bien passé. Pour ce qui est de l'addiction, pour ce qui est de l'addiction, nous avions en fait invité l'ensemble des opérateurs français quelques jours avant l'Euro et les JO pour vraiment les appeler à une grande vigilance et à une responsabilité par rapport au niveau de Paris. On leur a demandé de veiller à ce que leur publicité, parce que c'est évidemment le levier le plus incitatif. Et il y en avait beaucoup des publicités d'ailleurs à la télévision entre les épreuves. Mais que ces publicités soient moins orientées jeunes publics, 18-24 ans, puisque c'est la population la plus vulnérable en termes de paris sportifs. Mais ça représente combien, par exemple, dans les tranches d'âge de vos parieurs, par exemple? En fait, l'âge moyen du pari sportif, c'est 28 ans. Ah oui, donc quand même une population très jeune. Donc c'est une population très jeune, et en fait c'est une population qui aussi est particulièrement vulnérable aux émotions des paris, et qui en plus en général n'a pas beaucoup d'argent. Oui. Donc qui est capable d'aller chercher de l'argent là où il n'y en a pas forcément pour suivre l'engouement. Ouais. Exactement. Et donc en plus, on a lancé une grande campagne juste avant les JO juste avant l'Euro, pour les sensibiliser. Et cette campagne, vous l'avez peut-être vu, elle était centrée autour des mentions légales. Vous savez, la petite phrase qui est parier peut causer des dérives. En général, les mentions légales ne sont pas véritablement lues par les personnes. En fait, c'est un peu anesthésiant d'une certaine manière. Et on ne se rend pas compte que derrière ces mentions légales, cette phrase, il y a en fait des histoires d'addiction qui sont des vraies histoires de souffrance des personnes. Et donc, en fait, on a développé une campagne qui a donné une importance visuelle, exagérée de ces bandeaux, de ces mentions légales à travers un bandeau jaune. Et l'idée, c'était de raconter les histoires qu'il y a derrière ce slogan un peu général. Et en fait, ça a très bien marché. On a eu beaucoup de sollicitations, d'explications. Et je crois que ça fait passer l'idée que on peut parier, s'amuser, mais jamais évidemment, dans l'excès. le pari excessif, mais tout en étant raisonnable. Il est porteur de souffrance. Bien sûr. On le rappelle à nos auditeurs d'ailleurs. Bien sûr. Les paris sportifs sont dangereux. En revanche, si vous voulez parier sur Sud Radio, c'est vraiment un pari sûr. Et comment faites-vous pour contrôler aussi le fait qu'aucune personne ne soit impliquée, ne parie sur les épreuves alors qu'ils sont impliqués directement dans les Jeux Olympiques? Je pense aux coachs, aux préparateurs, etc. qui étaient impliqués. Tout à fait. C'est effectivement une des règles de base, c'est que toutes les personnes qui sont associées aux JO ne peuvent pas parier non seulement sur leur sport, mais en fait sur toutes les compétitions. Et pas que sur les JO, dans le football, dans le rugby, etc. Exactement. Non, mais en matière de JO, pour les JO, les JO sont considérés comme une seule compétition. D'accord. Donc en fait, dès que les athlètes étaient associés aux JO, ils ne pouvaient pas parier ni sur leur sport, ce qui est normalement la règle de base, mais ni sur l'ensemble des autres compétitions. Et comment on va les chercher si un athlète va parier? Eh bien, comment on va vérifie les chercher ça? En faisant des croisements de fichiers. D'accord. Et donc, on a fait 7 croisements de fichiers pendant les JO qui ont donné lieu à plus de 40 000 vérifications. Donc, ça a été vraiment quelque chose de très important qui a fait ressortir quelques anomalies sur les athlètes, sur les bénévoles, mais je dirais que ces anomalies, c'est-à-dire en fait concrètement des personnes qui ont misé, étaient très modestes. Donc il y a des athlètes qui étaient aux JO et qui ont misé sur des épreuves. Et qui ont misé, non pas nécessairement sur leur sport. Et alors, qu'est-ce qu'on a comme sanction si on joue avec ce feu-là? Normalement, il y a des sanctions disciplinaires qui peuvent être prises par le COJOP ou par le CIO, mais là, en pratique, il y a eu un rappel à la loi parce que c'était très modeste et très petit, enfin, je dirais, il y en avait très peu. Donc, en fait, on a considéré que le rappel à la loi et à la réglementation suffisait. Et même chose sur les bénévoles qui auraient pu être déshabilités pour avoir parié sur un sport. Et en fait, là aussi, ils ont eu un rappel à la loi. Mais c'est quand même la première fois qu'on a un dispositif de
contrôle de fichiers, enfin de rapprochement de fichiers, aussi important que celui que nous avons opéré pendant les JO. Merci beaucoup Isabelle Facq-Pierrotin, présidente de l'Autorité nationale des Jeux, pour avoir abordé avec nous l'ensemble de ce que représentent les paris sportifs avec une somme colossale, pratiquement 4 fois plus que les mises enregistrées pour les Jeux de Tokyo. On va avoisiner pratiquement les 400 millions. Moi, je vous le dis, je parie tout de suite sur Jules Boscherini qui est en direct avec nous sur Jules Radio et qui va nous apporter un éclairage concernant les Jeux paralympiques, parce que figurez-vous, il reste des places. Alors suivez-nous, écoutez et réservez vite. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les Jeux dans tous leurs états. Maxime Liédo, Clément Harion. Et on ne vous lâche pas jusqu'à 13h, toujours en direct. Et on ne vous lâche pas d'ailleurs de tout l'été. On est toujours avec Clément Harion, dont vous reconnaissez la voix, qui nous a fait vibrer durant ces Jeux Olympiques. Et on vous retrouve, vous aussi, Jules Boscherini, dont on entend la voix en permanence depuis ce matin. Et c'est toujours un plaisir de vous retrouver, surtout quand il s'agit de nous parler des Jeux paralympiques. Et oui, et puis ça va intéresser nos auditeurs, parce que la vente de billets pour les Paralympiques explose grâce à un effet JO. Il reste d'ailleurs encore beaucoup de places disponibles, Jules. Ouais, absolument Clément. Près de 50% des billets sont déjà partis, mais rassurez-vous, il y en a toujours environ 1 million, et certains billets sont à des prix abordables. On va faire un petit tour de table de ce qu'il reste, histoire de ne rien rater. Alors je veux tout savoir, Jules, sur les prix, c'est quand même plus abordable que sur les Jeux Olympiques. Ouais, mais tout dépend de l'épreuve et de la catégorie, mais le prix minimum est généralement de 15 €. C'est le cas du tir à l'arc qui a lieu place de la Concorde à ce tarif. Vous êtes placé en catégorie B pour les épreuves individuelles, en 16e et en 8e de finale éliminatoire. Idem pour l'athlétisme au Stade de France. Cette fois, il est même question d'assister à une session d'épreuves qui met le premier tour, demi-finale et finale. Intéressant. Le premier prix permet d'accéder à la catégorie C. Il y a quand même des épreuves un petit peu plus chères. Oui, mais bon, les prix restent quand même abordables si on compare avec les Jeux Olympiques qui viennent de se terminer. On tourne autour des 40-70 €. Mais on parle de matchs de classement, demi-finale et finale. À 40 €, vous pouvez notamment vous offrir un billet en catégorie A pour les matchs de classement et la petite finale de rugby fauteuil. Ça a lieu au Champ de Mars. En natation, c'est 45 ou 70 € pour assister aux finales, respectivement en catégorie B et catégorie A. Merci. Et puis voilà, une dernière information, c'est pour la cérémonie d'ouverture. Elle affiche un tarif un peu plus élevé avec des billets à 450 € minimum. Mais attention, il y a des billets qui sont moins chers qui ont été remis en vente aujourd'hui, 150 €. À 150 €, ça vaut le coup parce qu'on rappelle, c'est autant de temps que la cérémonie d'ouverture classique. C'est le même réalisateur qui s'appelle Thomas Joly et ça semble être un spectacle tout aussi époustouflant, descente des Champs-Élysées, artiste majeur avec un spectacle assez étonnant. Exactement, merci. Elle aura lieu place de la Concorde. Exactement, merci Jules Boscherini. On vous retrouve tout à l'heure pour une autre chronique. Il y a un sujet sur lequel on voulait revenir à l'approche de ces Jeux paralympiques avec la Fédération française du sport adapté. C'est une fédération multisport au service justement de ces personnes en situation de handicap, que ce soit des handicaps mentaux ou psychiques. Et elle fait partie des fédérations présentes aux Jeux paralympiques. On va en parler avec vous, Marc Truffaut. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président des fédérations françaises et internationales de sport adapté. Alors Marc Truffaut, est-ce que vous pouvez un petit peu nous présenter, déjà faire un petit point sur ce qu'est le sport adapté pour nos auditeurs ?
Oui, alors vous le disiez tout à l'heure, donc bien souvent en France, on parle du handisport, et dans le handisport, en fait, il y a deux fédérations sportives. Il y a la Fédération française du handisport qui est sur le handicap physique, et la Fédération française du sport adapté qui est sur le handicap mental, handicap psychique et autisme. Au niveau de la FFSA, aujourd'hui, c'est 210 000 licences, c'est 1500 clubs, et une pratique multisport, on vous le disait tout à l'heure, avec la pratique pour bien spécifique, avec les activités motrices, qui sont vraiment une entrée en matière en termes d'activités sportives, jusqu'au sport de haut niveau. Et dans le sport de haut niveau, 3 disciplines qui sont inscrites au programme des Jeux paralympiques: l'athlétisme, la natation et le tennis de table. Et depuis quand le sport adapté est apparu dans les compétitions paralympiques ? Alors en fait, c'est très récent. C'est très récent. Puisque donc le premier galop d'essai, c'était en 1996 sur les Jeux d'Atlanta, où il y avait une première délégation de sport adapté qui était présente. Malheureusement, en 2000, aux Jeux de Sydney, il y a eu une petite tricherie d'une équipe avec des joueurs qui se sont fait passer pour des personnes en situation de handicap. Ça nous a valu l'exclusion des Jeux paralympiques et un retour. Du coup, alors il a fallu revoir tous les critères d'éligibilité, de classification, pour bien démontrer, pour avoir des tests fiables et universels. Et ça nous a permis de revenir aux Jeux paralympiques en 2012. Alors, quand je dis aux Jeux paralympiques, c'est les Jeux paralympiques d'été, parce que pour l'instant, le sport adapté n'est toujours pas réintégré sur les Jeux paralympiques d'hiver. Et sur tous ces licenciés, vous m'avez dit 210 000, c'est bien ça, 210 000 licenciés? Alors, 210 000 licences, et 1500 clubs. Sports. Et 1500 clubs répartis sur l'ensemble du territoire. Alors dans les clubs, on va avoir soit des clubs 100% sport adapté, on les appelle comme ça, c'est nos clubs un peu historiques, mais on a la création de nombreuses sections dans des clubs dits ordinaires où pour répondre à la proximité et aux besoins, les clubs créent une section sport adapté pour accueillir les personnes, et nous en tant que fédération, avec nos ligues et nos CD, on accompagne ces clubs en les formant les accompagnateurs pour pouvoir accueillir de la meilleure façon nos sportifs. On aura combien d'athlètes français sur ces Jeux paralympiques qui viennent de votre fédération ? Alors, je le disais tout à l'heure, donc 3 disciplines, athlétisme, natation, tennis de table. Mais en athlétisme, ce n'est que 4 épreuves. En natation, 4 épreuves et une seule épreuve en tennis de table. Ce qui fait que, alors si on prend le mouvement général, sur les 4400 athlètes qui seront présents aux Jeux de Paris, on va être aux alentours de 150 athlètes venus du monde entier, 150 athlètes sport adaptés, donc déficients intellectuels. Et nous, pour la France, on a 6 participants. Donc on a 3 athlètes, 2 pongistes et une nageuse. Et on pourra les suivre évidemment pendant ces Jeux paralympiques. Comment vous accueillez ça? Comment vous sentez ça, ces Jeux paralympiques à domicile après les JO? Il y a eu un engouement autour des JO. Comment vous envisagez ça? Comment vous imaginez ça un petit peu, cet événement? À la fois, on a surtout hâte que ça arrive, on a hâte que ça commence. C'est vrai qu'on a vu, quand on voit le succès des Jeux Olympiques, et on voit tout ce qui est en train toute l'émulation et toute la dynamique que ça crée. Alors on a hâte d'y être. Alors après, on s'y prépare activement. On est actuellement en stage terminal sur l'INSEP à Paris avec les sportifs. Et on espère que ça soit une grande fête. Ce sera une vraie mise en lumière de notre pratique, de nos sportifs. Et puis surtout derrière, ce sera les retombées et si ça peut donner envie à des jeunes en situation de handicap mental, psychique ou autiste de pratiquer une activité sportive, ce sera une vraie réussite. Et sur le sport adapté, comment se passe un petit peu la préparation de ces Jeux? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu depuis combien de temps ils se préparent nos athlètes? J'aurais tendance. Alors là, quand on voit le groupe qui est là, ça fait depuis les Jeux de Tokyo, parce que dès l'instant où les Jeux se terminent, on commence quelque chose. On repart parce qu'on parle des Jeux, mais en fait, il y a tout ce qu'il y a avant. Il faut réussir à s'y qualifier. Il n'y a pas de moment advantage. Il y a les préparations, les qualifications, puis la préparation après les qualifications, c'est ça. C'est ça. Et donc nous, on est organisé. On a des pôles France qui existent. Donc on a pour l'athlétisme le pôle France est sur le Krebs de Reims.
sur le Krebs de Vichy pour la natation et pour le tennis de table sur le Krebs de Poitiers. Et donc les sportifs s'entraînent dans leurs clubs habituels, qui sont des clubs pôles qu'on accompagne quotidiennement, et très régulièrement sur le pôle France, à raison d'1 à 2 semaines par mois, ils sont sur le pôle France en plus de leur club. Là, plus on se rapproche de l'échéance, plus les entraînements montent en intensité. Après, ce qu'il faut noter, c'est que quand on voit les sportifs qui sont qualifiés ou ceux qui ont tenté de se qualifier, participer aux Jeux paralympiques et avoir une pratique de haut niveau, c'est un vrai projet de vie. C'est-à-dire qu'ils se consacrent totalement à leur pratique sportive et à leurs entraînements. On les accompagne sur la vie socio-professionnelle, mais leur objectif est vraiment centré autour d'un projet de vie, autour de la pratique de haut niveau. On a parlé d'un objectif top 8 pour la France sur ces Jeux paralympiques. Est-ce que c'est réalisable selon vous ? Alors, on pourrait dire que déjà qu'on voit la dynamique que les Olympiens ont créée, je pense que ça faut surfer dessus. Tout le monde et il faut surfer dessus. Et oui, ça me semble tout à fait réalisable. Je le disais, voilà, les équipes se préparent depuis de nombreux mois maintenant. Et puis, voilà, ce sont des athlètes. Nous, quand on voit si je parle pour le sport adapté, les 6 sportifs qualifiés, ce sont 6 sportifs qui sont médaillables. Les critères de sélection sont tellement stricts que voilà, on sait que les 6 peuvent jouer une médaille. Et que pour ces athlètes, comment se passe un petit peu comment ça va se passer un petit peu sur place ? J'imagine qu'il y a un staff autour qui est un petit peu différent que pour les athlètes valides. Ou non ? Alors c'est toute la difficulté. C'est vraiment en amont que ça se joue parce que le staff il est très présent avant. Et là, je vois, moi, j'accompagne entre autres des athlètes aussi. Et une fois que vous les mettez dans la chambre d'appel, en fait, ils se retrouvent tout seuls. Donc, c'est un travail supplémentaire de les entraîner à appréhender cette chambre d'appel, cette arrivée sur le stade où ils sont tout seuls, et la gestion de l'épreuve. Parce que du coup, l'adaptation, elle se fait en amont. Mais au moment de l'épreuve, en fait, ils sont tout seuls. Et on doit les préparer à ça. Et est-ce que vous faites partie des gens, tout à l'heure vous parliez de l'engouement qu'avaient provoqué les JO dans les fédérations de sport. Est-ce qu'en termes de chiffres, vous avez une idée déjà des précédentes étapes, on va dire, qui avaient amené justement un afflux de joueurs vers vous au moment de la diffusion des épreuves paralympiques ? Alors c'est vrai que nous on l'a vu. C'est vrai que c'est facilement mesurable. Alors c'est concomitant avec d'autres dispositifs qui ont été mis en place. Mais en 2012, la Fédération française du sport adapté, c'était 27 000 licenciés. Et on était à combien après ? Et maintenant, on est à 210 000 licences. C'est colossal. C'est énorme. C'est énorme. Ça a un impact vraiment énorme. Et puis la médiatisation, la mise en lumière, démontrer les parcours de vie des sportifs, ce que ça a changé pour leur vie au quotidien. Cette pratique de haut niveau, crée un engouement et après on a structuré. Il a fallu faire un gros travail de structuration de nos clubs qui continue. Mais avec l'aide des ligues et des départements sport adapté, ça fonctionne plutôt bien. Et on parlait de la médiatisation, en effet, qui clairement attire tous les regards. Est-ce que vous le sentez aussi, même pour les centres d'entraînement des athlètes, dans toute cette période compliquée que vous avez évoquée, on va dire, qui force les athlètes à se préparer avec un haut niveau, dans toutes ces structures, vous voyez que l'accès justement pour des épreuves paralympiques se fait beaucoup plus facilement, l'adaptation est une transition beaucoup plus en douceur? Oui, alors ça se fait, c'est un travail au long cours, mais et on voit que les professionnels s'y intéressent de plus en plus, professionnels de l'entraînement, de l'accompagnement, et c'est surtout de pouvoir inscrire que cette pratique sportive et cette pratique de haut niveau peut vraiment faire partie d'un projet de vie. Je crois que la révolution, elle est là, et on voit qu'elle est en marche, et après, on voit que les médias, on voit l'engouement sur Paris. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais été autant sollicité au niveau des médias. Et puis, que ça soit radio, vous êtes sur la bonne radio. Vidéo, et on est sur la bonne radio, tout à fait. Merci beaucoup, Marc Truffaut. Truffaut. Merci beaucoup, Marc Truffaut, président des fédérations françaises et internationales de sport adapté. Vous parliez de l'engouement que ça avait provoqué ces JO. Il y en a même qui se retrouvent à avoir le blues des JO. Ce sera l'occasion d'en parler avec notre prochaine invitée, Élise Unkertz. Elle est psychologue du sport à l'INSEP. Et figurez-vous que ça a aussi provoqué quelques coups de fil au 0826 300 300. Il y a des auditeurs qui ont 2-3 choses à nous dire. Et puis Jules Boscherini sera là aussi pour faire une chronique. Et puis même pour nous accompagner. C'est ça l'esprit Sud Radio. On se parle vrai dans quelques instants. Il sera 12h46 passé et on se retrouve à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.
Sud Radio, les Jeux dans tous leurs états. Maxime Liédo, Clément Arion. On vous accompagne en direct et pendant tout l'été sur Sud Radio, la radio qui vous fait vivre ces Jeux Olympiques dans tous leurs états, mais également les Jeux Paralympiques qui arrivent d'ici la fin du mois d'août. On est toujours en compagnie de Clément Arion. Rebonjour mon cher Clément. Rebonjour. Et de Jules Boscherini qui va nous accompagner tout au long de cette émission. Mais pour le moment, et ça, croyez-moi, en coulisses, ça a été une épreuve olympique de réussir à l'accueillir avec nous au standard. Élise Anker, psychologue du sport, bonjour. Bonjour. J'ai déjà été ravi d'accueillir des personnes au téléphone, mais vous, encore plus, parce qu'en plus, c'est un sujet passionnant. Beaucoup d'athlètes se sont exprimés publiquement sur leur dépression, comme Camille Lacour, encore très récemment, qui ont très mal vécu leur fin de carrière, ou même, on va dire, la période qui suit les Jeux Olympiques, où on n'a plus tout cet engouement, on n'a plus le soutien des Français, on n'est plus médiatisé, on n'a plus le même rythme, où il y a même eu la tennisman Naomi Osaka, également, qui a vécu cette grande dépression, et même les Français, on le voit, sont totalement déprimés par cette période post-Jeux Olympiques, donc forcément vous êtes la personne idéale. Oui, Élise Ankert, durant ces Jeux Olympiques, on a évidemment vécu beaucoup de succès de nos athlètes français. Comment on gère un petit peu ce retour à la réalité ? Oui, le retour à la réalité peut être effectivement difficile. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. D'abord, l'intensité émotionnelle qui est vécue aux Jeux Olympiques et le chemin pour y arriver. Les chemins de qualification, les chemins de sélection sont différents pour chacun. Il y a des personnes, je pense au judo par exemple, extrêmement difficiles. Les numéros 1 de la KT, ils sont que une personne à y arriver quand même, dans des très très hauts niveaux, par exemple. Donc au niveau de l'intensité vécue, au niveau de tout ce qui a été fait en amont, et au niveau de OK, et après, quel sens en fait a ma vie après cet éclatement de limites physiques et psychologiques, cette redescente en fait de toute la pression qu'il peut y avoir, que ce soit interne ou externe. Comment la personne le sportif de très haut niveau va réguler ses émotions, revenir au calme, retrouver des garde-fous pour continuer sa route, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Et qu'est-ce que vous conseillez ? Il faut faire une petite pause, une petite trêve après ces JO pour ces athlètes ? Alors, ce qui est fait habituellement, c'est que les sportifs partent en vacances. Bien mérité, quand même. Bien mérité, bien sûr. Qui ont besoin de couper. Ça, c'est le terme qui est habituellement employé. En revanche, ils ont aussi des obligations médiatiques ou des sollicitations auxquelles ils ont besoin et envie de répondre. Ça fait aussi partie de la descente. On l'a vu plus que jamais durant ces dernières semaines. Durant Paris, bien sûr. Oui. Donc, les sportifs ont besoin de se retrouver, ont besoin de parfois se remémorer, se répéter ce qui a été fait, ce qui a été peut-être passé, ce à quoi ils sont passés à côté. Parfois, si c'est joué à quelques secondes, parfois si c'est joué à un geste, parfois si c'est pas joué à grand chose pour réussir l'objectif final. Donc, il y a toute cette période de comment je me récupère psychologiquement, que ce soit dans des très grandes réussites ou que ce soit dans peut-être des échecs ou des déceptions plutôt. Et la réussite ou l'échec, c'est qu'est-ce qui est plus facile à vivre finalement après en post-Jeux Olympiques ? C'est plus facile quand on a réussi quand même. On aurait tendance à dire que c'est plus facile quand on a réussi, bien sûr. Quand même. En revanche, il peut y avoir un sentiment de vide, peut-être inattendu, ou peut-être comme si en fait le mirage qui était tant attendu, en fait n'est qu'un mirage et que ça ne comble pas autant que prévu, que attendu, ou en tout cas une sorte de sensation de traversée du désert, tout d'un coup une sorte de bulle qui s'estompe. Oui, et puis il y a une atteinte d'un idéal qui a quand même, c'est le projet d'une vie, c'est un engagement qui est total, que ce soit physique, émotionnel, c'est quand même une prise de risque physique et psychologique en permanence. Et donc, dans le sport qui atteint cet idéal, ok, et après maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Comment je me récupère ? Qu'est-ce que je choisis ? Est-ce que je continue pour une autre Olympiade ? Est-ce que je choisis d'autres voies d'accomplissement ? Puis il y a toute cette renaissance dans une forme d'anonymat aussi, qui est forcément en fait quelque chose de facile, que surtout quand on atteint des sommets quand même de dépassement et d'intensité, tels que ce qu'ils vivent. Mais Élise Ankert, psychologue du sport à l'INSEP, est-ce que, on va dire, cette notion de l'accompagnement psychologique des grands athlètes, c'est démocratisé ? On a parfois l'impression que c'est finalement un grand chemin solitaire avec seulement un coach, un effort surhumain, une mentalité d'acier. Est-ce qu'on démocratise assez le fait qu'en fait ce sont aussi des humains qui peuvent avoir des périodes, on va dire, de chute, des périodes d'égarement, des périodes où ils ont besoin d'être vraiment accompagnés de façon solide sur le plan psychologique ?
Oui, alors effectivement, la dimension psychologique se démocratise. La psychologie, en fait, n'est plus, ou en tout cas, elle est beaucoup moins associée à la pathologie, parce qu'un grand champion, en fait, est la même personne qui peut faire une médaille d'or et une dépression. Donc ça, c'est important de prendre en compte que la dimension mentale, c'est global, qu'on s'adresse à des émotions, qu'on s'adresse à des personnes qui prennent un chemin risqué, et que donc, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir, en fait, s'entourer. Il y a des sportifs qui estiment d'en avoir pas besoin parce qu'ils se sentent suffisamment entourés par leur entourage, leurs proches, leur entraîneur. Et d'autres, en fait, qui font appel à des psychologues pour pouvoir mieux se connaître, développer des stratégies d'adaptation au stress, développer des ressources sur le long terme. Donc ça, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même une ouverture et ça, c'est quand même très riche. Léon Marchand parlait de son énorme travail, notamment au niveau mental, avant ces Jeux et même quand il était aux États-Unis. Est-ce que les athlètes font de plus en plus appel à vous aussi ? Alors oui, on est quand même en sous-effectif de ressources par rapport à la demande. Par rapport à la demande et par rapport au territoire. Là, je parle du point de vue INSEP Paris. Moi, je pense à tout le territoire où c'est quand même pas du tout les mêmes équipements. Et puis, il y a des fédérations qui sont très sensibilisées sur ce sujet et qui donc mettent des ressources humaines, c'est-à-dire des psychologues, des préparateurs mentaux à la disposition des sportifs. Il y a des territoires comme les maisons de la performance régionale qui sont absolument sous-dotés en personnes qui peuvent accompagner des sportifs, notamment très jeunes. Ça commence très jeune, les accompagnements. C'est important quand même de souligner ça. La nécessité du chemin, c'est quand même un long chemin. La route est longue avant d'arriver aux Jeux Olympiques et semée d'embûches. Voilà. Et on a parlé de Camille Lacour, notamment, qui a récemment parlé de sa fin de carrière, de sa dépression. Est-ce que vous conseillez aussi aux sportifs d'en parler, de ces moments de doute, de ces moments un petit peu plus difficiles ? Est-ce que c'est conseillé aussi d'en parler au grand public ou pas ? Bien sûr que c'est conseillé. C'est conseillé parce que finalement, ça dédramatise et ça quand même. Et ça les rend humains. Ça les rend humains. C'est assez. Et puis aussi, on s'accepte tel que l'on est. Quand il y a des chemins d'exigence très très élevés, il y a quand même une quête de perfection qui coûte. La médaille a un prix. Les chemins de haut niveau ont un prix psychologique. C'est pas un chemin qui en fait est de tout repos. Il y a forcément des hauts et des bas. C'est une aventure émotionnelle. Il y a des contre-performances, il y a des sélections, des non-sélections, des blessures, des rechutes, et on n'a pas le choix que de se relever pour continuer à être sportif de haut niveau. Alors oui, il faut bien sûr partager, en fait, parce que en partageant les émotions, finalement, on n'est pas seul dans le vécu intérieur. Et puis ça permet à d'autres sportifs d'avoir tout à fait, de se donner le droit de demander de l'aide, parce que finalement, en fait, on ne se suffit pas à soi-même en tant qu'humain, et les sportifs y compris. Merci beaucoup, Elise Anguert, psychologue du sport. Merci d'avoir été avec nous aussi longtemps et surtout merci d'avoir couru de votre maison où c'était compliqué de vous joindre à un point parfait pour notre liaison. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Sud Radio pour nous parler parfois du blues très brutal que peuvent avoir les athlètes. Et c'est bien pour ça que cette émission s'appelle Les Jeux Olympiques dans tous leurs états, parce que vous saurez tout et vous savez tout désormais de ce qui se passe dans les coulisses du sport et de ce que vous voyez à la télé. On vous retrouve, Jules Boscherini, pour votre chronique à Qu'est-ce qui s'est passé il y a un certain temps. On remonte le temps, c'est ma chronique préférée de cette émission, Maxime. Tous les jours, Jules, vous nous parlez d'une performance qui a marqué les paras. Et on prend la direction des bassins et de l'Australie aujourd'hui. C'était lors des Paralympiques de Sydney en 2000. Et plus qu'une seule performance, on va s'attarder sur les jeux exceptionnels d'une Française. C'est la nageuse Béatrice S, atteinte dès la naissance d'une forme de sclérose en plaques dégénérative. Alors vous allez nous raconter tout ça, mais dites-nous-en déjà un petit peu plus sur cette nageuse. Pour commencer, Béatrice S, c'est 5 participations aux Jeux Paralympiques, en 84 à New York, en 88 à Séoul, 96 à Atlanta, Sydney en 2000 et enfin Athènes en 2004. Sur cette période, elle ne manque que les Jeux de Barcelone en 92, mais surtout, et j'insiste sur le surtout,
Elle remporte 26 médailles, dont 20 en or, ce qui en fait la Française la plus titrée de l'histoire des Jeux paralympiques. Véritable reine de sa discipline, la nageuse alsacienne explose tous les records. Et j'imagine que c'est pour ça que vous vous attardez sur les Paralympiques de Sydney. Exactement Clément, vous avez tout compris. En Australie, elle s'adjuge 7 fois l'or, mais aussi 9 records du monde. Des jeux ahurissants pour Béatrice Hess, qui bat donc le record du monde sur le 50 mètres papillon, 50 mètres d'eau, 50, 100 et 200 mètres libres, entre autres. La liste est beaucoup trop longue pour vous la donner entièrement. Merci championne. Elle se paye même le luxe de battre par 2 fois son propre record mondial lors de ces Jeux de Sydney, alors qu'elle les a déjà battus pendant les épreuves. Presque trop facile, finalement vraiment exceptionnel cette athlète qui a, je suppose, contribué à faire connaître les Jeux paralympiques. Et bien évidemment, c'est aussi grâce à elle que l'on parle pour la première fois des Paralympiques à la télévision. C'est en 96, elle vient de remporter 6 médailles d'or à Atlanta et Jacques Chirac, président de la République à l'époque, prend une décision, celle d'accorder la Légion d'honneur aux médaillés paralympiques au même titre que les médaillés olympiques. Elle prendra sa retraite à l'issue des Jeux d'Athènes en 2004 après 2 nouvelles breloques en or et 3 en argent. Merci beaucoup. Il y en a un qui mérite la médaille d'or parce qu'il est inépuisable, parce qu'il est phénoménal, monsieur. Personne n'arrive à le fatiguer. C'est juste Boscherini. Merci beaucoup, mon cher Jules. On vous retrouve naturellement demain pour les Jeux Olympiques. Avec plaisir, dans tous leurs états. Merci aussi à vous, Clément Harion, d'avoir participé à cette émission une fois de plus, d'avoir réussi à nous faire vibrer durant ces Jeux et de continuer à faire vibrer les auditeurs avec cette émission Les Jeux Olympiques dans tous leurs états. Demain, on revient 12h, 13h avec une championne exceptionnelle, un parcours de vie dingue, Tiffany Marchand, ancienne participante aux Jeux Olympiques d'hiver en patinage de vitesse et qui a été tétraplégique à cause d'un incident en compétition en 2022 et qui vient de réussir à terminer le marathon pour tous. Ça sera demain avec nous en direct entre midi et 13h. Nous, on se retrouve à la même heure. Vous êtes toujours sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.